Bonjour à tous et surtout bonjour à mes abonnés Patreon, d'ailleurs pas surtout que, puisque cette deuxième partie n'est que pour mes abonnés Patreon. Je suis toujours avec Laurent Berton pour Éloge de la Force, vraiment super livre. Alors là on est à 10 fois moins on est entre nous, on est que 10 fois moins que sur YouTube. Euh, mais c'est des gens de qualité. Donc on peut leur dire un petit peu plus. Et surtout, la majorité sont survivalistes. En tout cas, puisque ce n'est ni une secte, ni une religion, ni une idéologie, sont dans un mode de vie, tu le connais très bien maintenant. Et tu en parles à un moment, et j'ai trouvé très intéressant parce que, je ne sais pas si tu l'entendais comme une critique, mais j'ai trouvé que c'était et c'est tout à fait recevable si c'est une critique, tu parles de l'aspect de la préparation à survivre à des temps difficiles comme étant une étape importante dans le recouvrement de sa liberté individuelle, mais tu dis que ça ne suffit pas. Et je trouve que c'est une bonne critique, c'est une critique que j'attendais depuis longtemps, mais souvent ceux qui l'ont disent bon bah quand est-ce qu'on va à la guerre? Une fois que tu es prêt, une fois que tu as ton potager, bon, quand est-ce que tu montes une armée pour aller à la guerre? Et le problème, c'est que tout seul, toi et ta famille, t'es pas une armée. Et toi, tu nous demandes d'aller plus loin, mais peut-être d'une manière plus subtile et plus intelligente. Donc, je voulais démarrer sur ce point de vue-là. Quel est ton point de vue d'abord sur la mouvance, on peut appeler ça comme ça, survivaliste? Non, mais je crois, bah, comme je crois que je t'avais dit ça lors de notre dernière, quand j'étais passé chez toi. Oui. On avait pour moi, la survie, c'est vraiment le retour autour de l'homme dépouillé. C'est survivre, c'est-à-dire vraiment les réalités biologiques de base fondamentales et l'autonomie, enfin tout ce qui permet l'accomplissement, la transmission, la gestion de son environnement, la capacité à se démerder tout seul, mais même en allant aujourd'hui un peu plus loin, en disant que certes, c'est un très bon début, un très bon démarrage, on est bien plus près que les autres en cas de problème, mais aussi, il ne faut pas négliger le paramètre du réseau. C'est ce on l'avait dit d'ailleurs la dernière fois, hein. C'est vrai que si on est tout seul et à des armées régulières, on n'existe pas, quoi. Donc, il faut une organisation et aussi il faut penser à désamorcer l'organisation supérieure qui peut tous nous éliminer et qui est l'État. Parce qu'évidemment, il y a des milices peuvent se former dans des situations chaotiques, mais pour l'instant, la seule et grande menace pour tous ces individus-là qui veulent vivre autrement, c'est l'État. On le voit même dans tout, pas seulement en France, hein, on l'a vu aux États-Unis à plusieurs reprises. Hein, dès que des types essaient de se livrent à, je sais pas, une forme d'autonomie, de liberté qui est un petit peu trop divergente, ils peuvent être très violemment réprimés. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut évidemment contre-attaquer, mais pas forcément comme on l'entend, hein. Il ne s'agit pas de sortir tout seul avec son calibre en criant. On peut essayer de faire les choses de Bon, manière plus subtile. si tu cries à la Wagbar, ils seront très tolérants avec toi. Tu n'auras pas beaucoup de problèmes. C'est possible, c'est possible. Tout le monde a droit à des petits moments de déséquilibre. Oui. Mais évidemment, si souvent dans notre mouvance, enfin notre mouvance au sens large, il y a des individus qui sont un peu au bout du rouleau, qui ont vu, qui sont vraiment réellement profondément Oui. désespérés, et au lieu d'avoir une angoisse qui va être productive, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver des solutions pour s'en sortir, ils vont s'organiser, ils vont réfléchir à des solutions, et ben vraiment ils vont un peu s'effondrer sur eux-mêmes, ils vont entrer dans une spirale de la dépression Ouais. totale, et certains, malheureusement, peuvent éventuellement passer à l'acte. Et quand on voit tous ces faits divers qui impliquent des forcenés, on dit souvent des forcenés, des types qui vont tirer sur leur bureau de poste ou qui vont s'enfermer chez eux et tirer sur les flics, et très souvent, on voit là derrière qu'il y a une forme de phobie un peu de l'administration, une phobie de l'appareil, de la machine, et vraiment une impuissance des types qui ont voulu, qui ont attendu de l'État à peu près tout, c'est-à-dire comme d'habitude, hein, qu'ils gèrent leur vie. Et comme l'État ne répondait pas, et c'est un peu la maman qui ne trouve plus les solutions en fait, eh bien, crise et drame, et voilà, on va tirer sur des flics. Et évidemment, l'État va encore utiliser ce genre
désagréments pour son propre renforcement, puisque c'est typiquement là qu'on va renforcer, voter des lois sur le contrôle des armes, etc. Et évidemment la surveillance des milieux survivalistes qui, là, pour le coup, seront amalgamés dans leur grande largeur à un individu qui aura pété les plombs. Donc c'est vrai qu'il faut être, faut être nos armes sont pour l'instant très inférieures à celles de Big Brother, et il y a du chemin à faire. Non, c'est certain. Toute cette approche, comment dire, euh, que j'essaye de mener, moi et d'autres, sur l'idée de reconquérir sa liberté par l'autonomie d'abord, le fait de faire son potager, de travailler son réseau d'entraide autour de soi, d'être autonome pour sa nourriture, pour son eau, enfin, en tout cas tendre vers cette autonomie. Euh, et même la défense, elle est exclusivement dans un contexte de légitime défense et non pas dans un contexte de recherche de l'agression. Ouais. Et je crois que, comme parmi nous, nous avons énormément d'anciens militaires, voire de militaires, l'État a essayé plusieurs fois d'essayer comme il le fait souvent, pour ne pas montrer les vrais problèmes, d'essayer de trouver des problèmes très périphériques. On se souvient de Tarnac, on se souvient de quelques petits groupuscules, en l'occurrence c'était des écolos, plutôt écolos donc de gauche, dans ce sens-là aujourd'hui, qui avaient été montrés du doigt. Aujourd'hui, on sent que peut-être ils essaieraient encore d'essayer de... Mais très franchement, j'ai chaque fois remarqué qu'ils bottent en touche parce qu'ils se disent, au fond, d'abord on risque de s'aliéner des gens qui... Enfin, au bout d'un moment, il ne faut pas non plus les faire chier non plus. Quoi. Donc ils se disent, on ne va pas prendre trop de risques pour des gens qui, de manière, même dans le peu d'idéologie qu'il y a dans le surréalisme, il y a l'aspect de ne pas emmerder et de ne pas se faire emmerder. Donc pourquoi aller triturer le nid de frelon, quoi, qui est tout petit, certes, mais enfin, voilà. Et puis, je veux dire, c'est pas le mec qui prend le TGV Bruxelles-Paris, qui sait même pas utiliser une arme et qui fait n'importe quoi. Et heureusement, là, quand même, on tombe sur des. Enfin, il y a des gens qui sont tranquilles, mais qui sont des anciens, des commandos Uber. Enfin, moi, si j'étais l'État, j'irais pas les faire chier. Et moi, je dis ça depuis ma Suisse, où tout le monde est tranquille, où tout le monde est armé, et personne n'emmerde personne, parce que justement. Mais voilà, enfin, moi, je n'irais pas emmerder un retraité des SAS qui habite en France ou un retraité des commandos de l'air. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais bon, parce que j'en connais. Et je leur dis, s'ils nous regardent, tranquilles, les mecs. D'ailleurs, ils sont tranquilles. Parce que justement, ils sont forts. Et donc, certes, on peut ensuite venir taxer les potagers, tout comme on peut taxer les portes et les fenêtres, on peut taxer l'air qu'on respire. Enfin, la tendance, malheureusement, elle va vers là. Alors, la question qui est encore une question de boule de cristal, mais essayons je veux voir ton avis, c'est que, en gros, il y a deux alternatives. C'est la fuite en avant de l'État vers ce qui deviendra une sorte de, à mon sens, peut-être que tu me corrigeras si toi tu penses différemment, mais qui est une tendance à long terme, en moyen terme plutôt, de dérive confiscatoire totale de communisme génocidaire, ou ça s'effondre avant. Et nous, on doit naviguer en tant que citoyen, déjà, en tant que père de famille, en tant qu'humain, qui est pris de liberté, on doit naviguer entre ces deux trucs en se disant, bon, si ça se viande, ça va être très violent, mais bon, si on a l'État génocidaire face à nous, c'est encore autre chose. C'est des... Mais peut-être que l'État génocidaire qui prend tout, il s'effondre aussi. Mais la question, c'est à quel moment. Et tu sais, il y a une sorte d'équation avec beaucoup d'inconnus qui est très difficile à évaluer, à jongler. Tout d'un coup, j'ai une image, c'est un peu comme essayer de négocier avec son épouse. C'est très compliqué. Et je ne sais pas comment tu vois les scénarios et quel est le petit dénominateur commun que le citoyen et l'individu doivent développer pour essayer de s'en sortir dans tous les cas. Et à mon avis, il y a beaucoup de la réponse dans ton livre. Là, c'est vrai que toutes les philosophies de la liberté sont basées la plupart du temps sur la non-violence. Si on est violent, on tente de contraindre l'autre, donc évidemment on nie la liberté de l'autre, donc ça peut pas commencer comme ça. Donc c'est vraiment le principe fondateur, c'est justement la non-violence, mais l'État, par ses seules taxes, son immixtion dans la vie de tous les jours, représente une agression, qui n'est pas une agression violente, pas pour l'instant. Mais enfin, essayez de ne pas payer vos impôts C'est et ça. vous verrez que la violence de l'appareil, elle est quand même extrêmement près
près de nous et elle est palpable. Et la violence aussi que font peser, enfin, ce conditionnement moral sur les individus. Si vous n'êtes pas tenu de penser ce qu'on vous dit dans les écrans, mais beaucoup d'individus n'osent plus dans la vie dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur de cette menace sociale qu'on fait peser sur eux. Et à partir de là, s'il y a cette agression, l'homme libre doit se défendre contre elle. Il doit, par tous les moyens, chercher à se garantir son espace vital, son autonomie. Et évidemment, s'il y a un effondrement rapide, la question ne se pose pas. Là, il sera sans doute, il a quelques coups d'avance sur les autres et il fera ce qu'il peut. Par contre, si la situation dure, c'est là que le problème vraiment va se poser. S'il se contente de ne rien faire et simplement de subir, de subir, de subir, son espace vital peut être réduit à rien et finalement sa liberté n'existera plus au bout du compte. Donc, comment peut-il faire, toujours dans une optique de légitime défense, face à ce désarmement moral qui pèse sur lui? Donc, je pense qu'il faut réarmer justement les mentalités autour de nous, pas seulement sur les survivalistes, mais sur les individus lambda qui se posent des questions, qui peut-être pourraient faire de parfaits convertis à ce mode de réflexion. Et c'est le seul moyen, à mon avis, de dégonfler. L'État, c'est une bulle, hein, c'est une bulle, c'est quelque chose je reprends cette comparaison, c'est l'animal domestique, le tigre. Il a face à lui un type qui le dresse avec un petit bâton et un petit fouet, mais en fait, la légitimité, elle est installée dans son crâne. Et c'est la même chose pour le peuple, hein. Le peuple est extrêmement puissant, il n'a pas du tout conscience de sa force et il accepte de faire à peu près tout ce qu'on lui demande par cette légitimité qu'il prête à l'État. Et c'est vraiment le levier, à mon avis, c'est là qu'on doit agir pour le désamorcer. Donc évidemment, par le livre, par la diffusion massive des idées, il faut parler aux autres, leur expliquer, désinstaller en fait toute la matrice. Alors, dans ta loi 7, le silence tu vaincras, c'est une loi qui m'a fait penser, peut-être tu l'as lu, un livre d'un Suisse qui s'appelle Eric Werner, qui s'appelait Le temps d'Antigone, et qui nous rappelait, en nous mentionnant cette ancienne, euh, dont l'auteur, comment je le prononce déjà, Eschyle, ça se prononce comme ça, l'auteur de cette pièce mémorable qui a plus de 2000 ans, nous montrait qu'à un moment, face aux puissants, face aux tyrans, à un moment, il faut parler. Face au nazisme, il fallait parler, face au communisme, il fallait parler, quitte à y perdre sa vie, non pas parce qu'on est violent contre eux, mais parce que simplement, on expose leur illégitimité morale, éthique. Et tu en parles très bien, je trouve, dans cette loi 7. Alors, quand on interviewe un auteur pour un livre, on n'a pas trop envie de divulguer le livre, évidemment, le contenu, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que je pense que c'est une loi, pas plus ou pas moins que les autres, mais c'est une de ces lois fondamentales. Comment tu vois cette possibilité de briser le silence, c'est un chapitre court en plus, alors que justement tout le monde va te tomber dessus dès que tu mentionnes, je veux dire, des gens d'ultra-gauche d'il y a 15 ans, aujourd'hui, sont considérés d'extrême droite pour avoir dit des choses d'ultra-gauche il y a 15 ans. Donc aujourd'hui, si tu dis qu'il y a des hommes et des femmes, tu passes pour un nazi. Donc, et c'est aussi la faiblesse du système, par ailleurs. Mais Ouais. comment est-ce qu'on fait pour parler en s'exposant, mais en essayant de limiter un petit peu les coups qu'on va recevoir en retour? Alors, c'est vrai que la parole, c'est vraiment l'aspect fondamental, hein, que les Français parlent aux Français. On en revient à l'occupation. À partir du moment où il y a une occupation qui est supérieure en force armée, physique, mentale, il y a la résistance. La résistance, c'est le sabotage, c'est simplement de créer des réseaux avec des individus qui ont l'air de s'interroger, qui sont un petit peu aptes à recevoir. Il y en a quand même de plus en plus, hein, des gens qui s'éveillent, qui s'interrogent. On voit le succès de nos livres, il n'est pas là par hasard. Hein, donc ça signe qu'il y a quand même aussi cette espèce de contre-pouvoir de discussion, de bouche à oreille qui existe dans l'ombre du discours assourdissant du régime. Et moi, je pense que nos idées sont sans doute majoritaires dans la population
moyenne, mais la population moyenne se conforme au discours dominant. Et j'essaie d'expliquer justement comment échapper à l'éternel chantage à l'extrême droite, hein, parce que c'est ça qui complètement paralyse nos compatriotes. Mhm. À partir du moment où vous avez peur de prendre la parole parce que vous faites renvoyer aux 6 millions de morts, ce terrorisme moral est extrêmement puissant et on ne peut pas grand-chose contre ça, sinon dire qu'on s'en fout, qu'on ne le craint pas et passer outre. Mais ça va impressionner quand même beaucoup Ah. d'autres individus. Alors Laurent Berton et Freeze Corleone, même combat. Je plaisante. Mais malheureusement, c'est par là que l'on doit passer. Et si, je sais que je suis suivi par pas mal de gens de la communauté juive française et autres. Je pense que la plupart ont bien compris la nuance aujourd'hui parce qu'ils ont un danger bien plus grave. Le danger n'est pas que un rappeur dise la Shoah, je m'en fous. Le danger, c'est que les copains du rappeur viennent t'égorger maintenant. Donc forcément, entre les Oui, deux, la question elle est vite répondue, comme on dit. Aujourd'hui, il vaut mieux commencer à s'opposer à un système qui viendra choper tout le monde et qui ne bénéficie une infime partie de la population réellement. Après, elle fait vivre une grande partie de la population. Aujourd'hui, l'État français, c'est 60% oui, du PIB, c'est gigantesque, donc ça doit être autour de 65% des emplois. Mais c'est des emplois misérables, parce que même quand on gagne, enfin je suis désolé de vous le dire, en France, enfin, en Suisse, on vient de voter le SMIC à 4000 euros, donc, à Genève. Donc, bon, bah, cher ami français, tu dois bosser combien d'années pour avoir 4000 euros mais parce qu'on est dans un pays qui n'est pas encore totalement socialisant, il est encore un tout petit peu libre. Donc, quand on est un pays libre, on devient riche, et quand on devient riche, on peut se permettre de fixer des SMIC très élevés, même si c'est une erreur économique fondamentale. Cela dit, tous ces millions de fonctionnaires qui sont à 2000 euros, ils sont pas en train de profiter de la richesse qui est pillée de cet immense et magnifique pays très riche qu'est la France. On leur donne des miettes. La vraie richesse, elle part un petit peu dans l'apparat et dans le mode de vie des gérants, mais c'est au-dessus ceux qui tiennent le vrai pouvoir, qui sont en train d'aspirer toute la richesse du pays en achetant la paix sociale par la fausse monnaie, par les allocations, par justement l'emploi fictif et les associations. Tu le décris très bien dans la France Brick Brother, comment le tissu associatif est corrompu pour permettre ce pillage systématique des richesses de la France, qui d'ailleurs n'a pas de conséquences à partir du moment où les biens culturels français sont toujours physiquement, et ils le seront toujours, que ce soit des terrains agricoles ou des châteaux, ou des musées, ils seront toujours physiquement en France. Donc reprendre le pouvoir physique veut dire reprendre le pouvoir financier. Et changer la monnaie veut dire annuler automatiquement toute cette aspiration de richesse qui a. Je veux dire, finalement, est-ce qu'on ne va pas vers une approche qui est contraire du libertarianisme pour réapproprier le bien de la collectivité, le bien commun, pour l'enlever de ceux qui l'ont volé? Voilà, je suis parti un peu en vrille dans mon. Il n'y a pas de question, mais je ne sais pas ce que tu en penses d'où on va arriver, toujours dans le scénario où ça ne s'effondre pas. oui, non, mais j'aime bien cette analyse. C'est clair que l'État, pas seulement par les emplois directs, mais aussi par la ventilation de ces miettes, mais en s'arrangeant pour que les miettes, justement, le receveur en soit dépendant. Les allocations, les aides, tout ce qui est, enfin, toutes les aides aux associations, même les aides aux entreprises. Si celui que vous nourrissez dépend de la nourriture que vous lui donnez, au début, ça fait un petit plus, et finalement un gros plus, et finalement, à la fin, si on l'enlève, l'autre, il crève. Et donc, à partir de là, il s'est pas rendu compte, il croyait que c'était un cadeau, mais en vrai, il est complètement dépendant de ce don qui n'en est pas un. Et en plus, l'État n'a aucun moyen de le faire, parce que son argent, c'est pas le sien, donc c'est celui qui le vole, donc c'est du recel, mais ça, pour lui, moralement, il n'y a aucun problème, puisqu'il est persuadé d'aider le reste du monde par cette redistribution. Enfin, vraiment, tout ça est fantastique, et déjà, faire cheminer cet état de fait complètement aberrant dans l'esprit de nos concitoyens, en leur disant, mais comment
toi, l'argent que tu produis va à un autre et l'État va choisir de donner cet argent à un autre plutôt qu'à toi, enfin, c'est vraiment complètement insensé. Et si ce cheminement déjà a lieu, là, c'est sûr qu'on pourra envisager de renverser la vapeur. Mais pour l'instant, on en est très très loin. Mais la situation est tellement critique que peut-être la réflexion peut aller plus vite que d'habitude. Alors, je lis en ce moment un livre d'un excellent auteur britannique que tu connais peut-être, qui s'appelle Douglas Murray, qui Oui. est The Madness of Crowds, qui je ne crois pas être traduit en français pour l'instant, qui est en fait la folie des foules, et qui reprend les thèses de la Boétie sur les foules, de Édouard Bernays sur la manipulation et l'arnaque de la population par le marketing bien organisé. Et lui, il met à jour cela avec ce qu'il appelle une forme de dérive hallucinatoire des sujets sociétaux qui sont repris par, en tout cas, peut-être pas, en tout cas par des foules qui ne représentent de très loin pas la majorité de la population, tu en parles très bien dans ton livre, mais qui prennent en otage le discours public sur des sujets qui sont une surenchère du farfelu. Et avec des conséquences parfois très cocasses, où on voit des hommes qui se prétendent femmes, qui massacrent en boxe ou en MMA des pauvres filles qui n'ont juste pas la musculature et la capacité physique de s'y opposer. Donc bientôt, tous les sports seront totalement dominés par des gens biologiquement hommes mais qui se prétendent femmes, donc ça va être rigolo. Donc avec des dérives et des effets évidemment non prévisibles assez cocasses, mais dans le moins cocasse, c'est un chantage d'abord qui récupère des ressources, et qui ponctionne des ressources à la population sous forme de chantage, notamment aux entreprises. Aujourd'hui, on voit que des entreprises qui jusqu'à présent n'avaient jamais voulu se prononcer, et à raison, parce qu'elles sont là pour faire du pognon, sur des sujets sociétaux, etc., aujourd'hui sont sommées de contribuer à des mouvements des mouvements par exemple suprémacistes noirs aux États-Unis ou suprémacistes LGBT, enfin des trucs qui sont hallucinants et qui commencent à peser lourd dans la capacité de l'entreprise d'être efficace, d'être rentable, qui bouffe son énergie et sa créativité et qui surtout fait fuir les talents. Alors bientôt on va tous se retrouver dans des entreprises russes, mais enfin ce Douglas Murray montre dans son livre de manière très brillante que nous sommes, et je sais que tu aimes l'histoire, donc tu vas sans doute voir le parallèle, c'est que les empires mourants, en général, finissent, alors qu'ils ont l'ennemi aux portes en train de taper contre la porte de la ville, finissent par parler du sexe des anges pour les Byzantins, les Romains parlaient aussi en fin de l'Empire sur le fait que la jeunesse était trop occupée à s'amuser plutôt que d'aller diriger les légions qui avaient disparu quasiment. Et nous sommes dans une sorte de fin d'Empire avec un délire sur lequel, et je pense que tu as raison, on ne peut que se moquer, sur lequel il faut se moquer, sur lequel il faut s'exprimer par la moquerie, par le dédain, et surtout pas rentrer dans le jeu de discuter de si on est fasciste, si on est homophobe ou toutes ces conneries. On doit balayer ça d'un revers de la main et être le surhomme qu'on doit devenir intellectuellement. Je ne sais pas comment tu places cette folie ambiante où je vois qu'aujourd'hui 30 ou 40% des gamines adolescentes se considèrent pansexuelles. Qui leur a mis ça dans la tête et avec des conséquences terribles, hein. Mais comment ça s'articulera et comment ça va. Enfin, moi, je sens que ça va finir très très mal. Mais comment ça se. Et très très vite. En plus. Là aussi, je suis pas sûr qu'il y ait une question, mais quel est ton Non, avis non, mais là-dessus? pas de problème. Dans une société comme la nôtre, qui est justement où la réussite qui n'est pas morale est mal vue, c'est-à-dire la réussite financière, même sportive, ou enfin, on peut tout imaginer, intellectuelle, si elle n'est pas aussi extrêmement morale, si elle ne fait pas allégeance à la morale dominante, elle sera très mal vue. Donc évidemment, tous les individus qui veulent être en vue, qui veulent être applaudis, ça commence dès les enfants, on leur fait réciter de beaux discours pour avoir des bons points, et ça c'est le plus terrifiant, je trouve, hein, les enfants qui récitent des programmes LGBT ou Bah, enrichissement de ils Black avaient Lives Matter. commencé avec le journal d'Anne Frank, hein, quand on a mis le pied dans l'engrenage avec ce genre de truc. Après,
Ah, mais ça, Chaque groupe veut sa part. l'utilisation des enfants est vraiment le truc le plus terrifiant et machiavélique qu'un régime puisse faire. C'est vraiment, mais c'est en même temps c'est démonstratif de voir des enfants parler. On sait très bien que ces êtres-là n'ont pas la conscience politique formée, n'ont pas appris ça par eux-mêmes. Répète, ça devient évident quand ce sont des enfants, mais ça n'a pas l'air de choquer plus que ça, puisque tout le monde fait à peu près la même chose. Et même dans toutes les entreprises, c'est vrai que aujourd'hui, dans les réunions d'entreprise, il y a toujours quelqu'un pour dire oui, mais on n'a rien fait dans notre communication en faveur de Black Lives Matter, de la diversité, enfin tout ce qui est à la mode. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut agir et tout ça. Et quelqu'un qui dit ça, personne ne va oser dans toute l'équipe le reprendre de voler en lui disant mais c'est pas notre affaire, on fait pas de politique. Au contraire, tout le monde va approuver de manière la plupart du temps très hypocrite, mais parce que c'est la force d'entraînement et c'est pour ça qu'on a cette déconnexion avec la réalité qui est de plus en plus aberrante. C'est une course, ils sont tous en compétition entre eux, et on en est à débattre de problématiques LGBT, etc., alors qu'on a des commissariats qui sont attaqués en pleine nuit. Enfin, ce décalage énorme entre la réalité perçue par la population moyenne et cette compétition morale pour surnager, pour exister, le seul accès à l'existence aujourd'hui, il est là. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui ouvre l'accès aux médias aussi. Donc, à partir de là, la fracture morale entre la France d'en bas qui subit et qui ne comprend rien à tout ça, sinon qu'elle est dans une situation critique, et celle d'en haut qui essaie d'exister dans le monde de Greta Thunberg et compagnie, cette fracture ne peut que s'accroître. Tu mentionnes très bien la jeune Zoé, influenceuse, profession influenceuse. Euh, Bon, Zoé, un jour, elle va se faire fracasser la gueule par l'enrichissement culturel. C'est probable. Et à ce moment-là, j'ai presque envie de dire c'est trop tard, parce que pour elle, hein, je me mets vraiment de manière compassionnée, pour elle, c'est trop tard, parce que non seulement elle risque de ne pas vouloir accepter la réalité, mais le jour où elle finit dans une tournante et plus si entente, ça va quand même mal se passer pour elle. Enfin, moi, je dis ça avec beaucoup de compassion, en réalité, de tristesse. Mais Mais la plupart du temps, ceux dont l'identité en fait est progressiste, fait partie d'eux-mêmes, quand il leur arrive des désagréments comme ça très sévères, on constate que il n'y a pas la plupart du temps de changement d'opinion. C'est le tribut à payer. C'est oui, effectivement, ça m'est arrivé, mais il y a des justifications sociales. Ces jeunes sont misérables, nous sommes enfin, je représente en tant que blanc une agression à leur encontre insupportable par ma richesse, mon mode de vie. En plus, j'ai eu l'impudeur de vouloir les comprendre et parler à leur place, donc je suis encore plus coupable, etc. Enfin, la culpabilité va augmenter encore d'un cran ou deux, et ils vont s'en sortir comme ça parce qu'ils ne veulent pas se déposséder de cette espèce d'identité morale fabriquée, puisque finalement l'identité en France elle est interdite. On n'a plus le droit d'être fier d'être français, de ce qu'on est, de notre identité biologique. Donc on a cette substitution identitaire, et pour ces individus, ça fait à peu près tout. Et Zoé, si elle n'est plus l'influenceuse progressiste, elle n'existe plus, elle n'a plus son groupe social, donc son personnage s'effondre. ouais, elle finit pas très bien dans Guérilla, d'ailleurs. Mais En effet. ce que tu dis est très vrai, parce que pour avoir étudié un petit peu tu sais, pour mon roman qui se situe pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai regardé un petit peu ce que pensaient les Italiens du fascisme. Alors, quand tout allait bien, ils étaient très contents, et quand ça commençait à aller très mal, bah, il y en a qui se sont énervés tout de suite, mais d'autres ont dit oui, mais c'est pas possible que ça aille mal, puisque l'idéologie est tellement bonne. Donc, forcément, c'est qu'il doit y avoir des gens, et ils disaient, et on a dans les archives, j'en ai vu, énormément de lettres de gens qui écrivaient à Mussolini pour dire vous savez, on doit sûrement on doit pas vous raconter la vérité, parce que regardez ce qu'on fait, on souffre, la guerre on la veut pas, etc. Qui c'est ils vous ont pas dit que, etc. J'ai fait le même exercice en Allemagne, il y a plein de livres qui documentent ça très très bien. Pareil, des gens qui écrivaient à Hitler en disant cher Führer, vos subordonnés vous mentent, ils ne racontent pas la réalité du pays, ça va pas du tout. Nous on s'attendait à plus de travail, plus de trucs. Aujourd'hui, on a que des bombes et du rationnement, ça va pas. Donc, on sait que c'est pas vous.
On sait que c'est pas l'idéologie, ça doit être la faute des gens autour de vous. Oui, Dans le régime communiste, pareil, les gens se retrouvaient dans le goulag et écrivaient des lettres aux camarades Staline en disant je ne comprends pas, moi j'ai toujours soutenu le soviétisme, j'ai toujours obéi, je suis pour la liberté enfin je suis pour le prolétaire, etc. Et en fait, t'as presque envie de dire mais connard, c'est exactement pour ça que t'es dans le goulag, c'est parce que t'étais un progressiste. Et mm, le régime, au bout d'un moment, il ne veut plus ce genre de personnes, parce qu'au bout d'un moment, le régime, il ne veut plus que la terreur. mm. Et les leaders sont parfaitement, et ceux qui dirigent en fait le pays, et ces régimes totalitaires sont parfaitement conscients de d'où s'arrête, enfin l'idéologie s'arrête à leurs intérêts bien compris. Et voilà. Alors donc, je crains le pire pour tous ces jeunes qui partent dans ces délires, parce que bah, d'une part, ce sont des jeunes, donc c'est aussi notre avenir, mais je crains que soit dans des déconvenus, ils deviennent dépressifs à tel point qu'ils en meurent, littéralement, d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Ou alors qu'ils deviennent, par réaction, hyper violents et que les gauchistes d'aujourd'hui, les jeunes gauchistes nuit debout, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement le physique, mais les jeunes gauchistes d'aujourd'hui deviennent les Waffen-SS ou plutôt les gardes Oui, rouges de demain. Pas les enragés, contre les oui. Français, mais contre leurs petits protégés d'aujourd'hui. Oui, ben on sent déjà de leur part qu'il y a une attente vis-à-vis de l'État qui est très déçue. Et ils n'admettent pas encore que l'État se sert d'eux, justement pour occuper complètement le paysage démocratique, avec tous les guillemets qu'il faut. Mhm. C'est-à-dire focalise l'attention de la foule sur des débats qui n'intéressent absolument personne, mais c'est un peu comme tout le reste, hein. C'est comme la Coupe du Monde de football. Si vous en parlez pendant 3 mois en continu, tout le monde va s'intéresser. Et ça marche aussi avec les droits LGBT et compagnie. Et donc on va utiliser ces militants-là à cette fin, c'est-à-dire d'occupation, d'allumer des contre-feux en quelque sorte. Et quand ces gens s'apercevront à quel point ils sont utilisés par le pouvoir, peut-être qu'il y aura des réactions assez imprévisibles de leur part. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ils sont vraiment, voilà, ils ont leurs œillères et ils sont dans leur course. Ils ne voient pas autour d'eux. Bon, après, les sectes finissent souvent par des suicides de masse, hein. Donc ça, il faut faire attention. Pour terminer, les hommes libres que nous nous essayons d'être et de devenir, ou de rester, enfin, disons la chose suivante. Si moi j'étais les oligarques au pouvoir en Occident, et même si j'étais leur courroie de transmission que sont les États, je verrais les hommes libres comme une sorte de réserve naturelle biologique génétique à la limite, à conserver et à pas emmerder pour qu'au cas où on ait une base sur laquelle on puisse reconstituer une richesse après un effondrement. Alors tu as parlé qu'il y a un aveuglement idéologique, mais les gens qui sont vraiment tout en haut de la pyramide et qui sont vraiment tout en haut du pouvoir, eux sont des gens très intelligents. Ce sont des gens qui scénarisent et qui voient les choses en plusieurs dimensions. Il y a cette expression de jeu d'échecs à 4 dimensions qui est de plus en plus courante dans le monde anglo-saxon et dans la critique de l'État profond, et surtout en ce moment avec ces élections aux États-Unis. Nous sommes le 11 ou le 12 octobre 2020 aujourd'hui. Nous sommes le 12 octobre. Je me demande comment, peut-être même à titre personnel, comment tu vois ton avenir, pour toi, ta famille. Euh, Tu fais évidemment le travail, comme beaucoup d'entre nous, de communiquer par ton métier, par l'écriture. À titre personnel, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu en es où avec ton potager, ton poulailler? Qu'est-ce que tu fais pour reconquérir ta propre liberté? Moi, j'ai déjà pas mal enfin, d'avance. C'est un grand mot, hein. Je suis pas encore totalement autonome, mais quand même, j'ai un puits, j'ai un grand potager, un jardin, un verger. Enfin, je suis surtout assez dans une situation stratégique pas mauvaise à mon avis, assez éloigné déjà des villes, enfin, même très éloigné des villes, et un peu à l'écart du voisinage,
en bonne relation avec le voisinage. Donc je pense que je fais partie de ceux qui ne seront pas complètement largués au début, mais encore une fois, après, on est totalement à la merci, hein, de la machine, hein, tant qu'elle est là, c'est clair que. Et des réactions aussi de la foule quand la machine ne sera plus là, parce que ça aussi, c'est un point important. C'est-à-dire que l'animal domestique qui est privé brutalement de son maître, il casse très vite sa barrière pour aller chercher à manger ailleurs. Et alors là, attention, on ne sait pas du tout à quoi ça peut ressembler. On imagine Ah que ouais. ça peut aller très loin. Et en tout cas, il vaut mieux être un petit peu armé ou Voilà. en tout cas très persuasif. Mais c'est là que commence la légitime défense, et c'est pour ça que je fais toujours de manière, et je souligne de manière très importante que notre mouvance de liberté et d'autonomie n'est pas dans l'agression, n'est Mmh. pas dans l'attaque, ni même dans la contre-attaque. On est éventuellement dans la légitime défense, dans le pire des cas. Parce que nous ne sommes pas là pour faire des coups d'État, prendre d'assaut qui que ce soit, ou se venger contre qui que ce soit, de quoi que ce soit. Nous sommes en fait pacifistes dans l'âme, puisque nous nous retirons des endroits où il y a du bordel. Alors peut-être que le bordel viendra à nous, on verra à ce moment-là, mais nous ne sommes pas dans l'agression ni politique, ni idéologique, ni certainement pas matérielle. Ça, c'est important C'est d'autant plus compliqué face à justement la foule parce qu'elle est là dans l'idée maintenant. Le vol en fait a été complètement Ah oui, légitimé à ses yeux. Le code pénal ne punit quasiment plus le vol simple et l'impôt généralisé c'est un vol, est un vol parce que bien plus sûr. personne ne consent, mais tout le monde est obligé de le payer. Et à partir de là, dans l'idée d'une grande partie de la foule, elle a accès à un recel légitime en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on doit lui donner, l'État doit, c'est son droit. Donc si l'État n'est plus là, elle va se tourner vers les pourvoyeurs. Et je pense que dans l'idée de beaucoup de nos contemporains, on n'aura pas le droit d'être seul, d'avoir prévu les choses, d'avoir, nous, de la nourriture, des réserves, des ressources, et pas eux. Il y aura une volonté de redistribution générale qui, à leurs yeux, paraîtra tout à fait légitime. Donc ça aussi, c'est Oui, vrai qu'il mais faut se préparer à ça. ce genre d'attitude et de politique ou de mouvance a déjà existé. Elle a existé de nombreuses fois dans l'histoire. La dernière en date, pas que la dernière, je pensais, la dernière en fait, c'est les Khmers rouges, avec 30% de la population qui finit par Ouais. mourir. Mais avant ça, on pense à la famine, aux différentes famines, dont celle d'Ukraine, organisée dans les années 30, qui était organisée pour une volonté de réduire la population, mais aussi par une complète incapacité à gérer. Quand les citadins essayent de gérer l'agriculture, ça finit en général dans une catastrophe, comme d'ailleurs le grand bond en avant pour industrialiser les villages ruraux chinois a fini par une catastrophe humaine et industrielle en Chine. Euh, Dans ce cas-là, on s'adapte, c'est certain, et c'est difficile, on ne va pas théoriser aujourd'hui sur ce genre de scénario, mais il faut savoir être prêt. En tout cas, il vaut mieux avoir son puits, son potager, et savoir se défendre C'est certain. que de ne pas l'avoir et de ne pas savoir avoir les compétences nécessaires. Ne serait-ce qu'encore une fois pour avoir cette espèce d'autonomie, d'accomplissement, de se frotter au réel, parce que vraiment le puits, la nourriture, enfin d'avoir les mains dans la terre, c'est déjà un contact profond avec la réalité. Et cette société ultra virtuelle nous coupe complètement de ça en Mhm. fait. Et d'avoir ce retour, ce point d'ancrage, c'est vraiment capital. Laurent, merci beaucoup pour ton temps. Inutile de le rappeler, mais je pense qu'il faut lire ce livre, Éloge de la force. C'est un livre qui, en le lisant, je me suis dit, c'est un livre qui marque un jalon voilà, dans le monde français. À mon avis, c'est un aboutissement d'une partie de ton œuvre, de ta carrière. On attend avec impatience la suite de Guérilla, mais en tout cas, dans tes essais, euh, en tant qu'auteur également, tu sais, parfois on se projette par empathie, on essaye de se projeter dans l'esprit d'autres auteurs en disant ah, c'est intéressant qu'il ait écrit ça de cette manière, j'aurais fait différemment, mais c'est vachement bien comme il l'a fait, parce que ce que tu écris là, je l'ai en gestation dans ma tête, mais je l'avais pensé d'une autre manière. Donc je suis ravi de voir que quelqu'un l'a exprimé. Et en fait, je me demande si, après ce livre, je me demande s'il y a encore de quoi écrire des essais pour toi.
C'est vrai que déjà, ça devait être théoriquement La France interdite. J'avais dit, ce sera mon dernier essai. Finalement, il y a eu celui-là qui est arrivé un peu de nulle part. Et maintenant, je sais pas, c'est vrai, en essai pur, à part quelque chose de très spécialisé, Mhm, spécifique, mhm. je pense que là, j'ai quand même fait assez largement le tour Ouais. de ce que je pouvais dire. À part peut-être un manuel plus technique, voilà, aller plus au fond des choses, mais ça, ce sera encore autre chose. Après, il en existe beaucoup des manuels de subversion politique, qui sont souvent venant de gauche, hein, d'ailleurs. Parfois, ils sont intelligents, ils sont maléfiques mais Ah oui. intelligents. Mais bon, après, tu as la fiction, et c'est là où je pense que la fiction, comme on le disait tout à l'heure, permet d'explorer presque, j'allais pas dire sans conséquence, parce qu'il y a une conséquence pour l'écrivain. Moi, je ne sais pas pour toi, mais quand tu écris je trouve, alors je sais pas si c'est peut-être moi, mais quand on écrit de la fonction, quand tu écris une fiction, cette fiction, l'histoire, elle te bouffe. C'est-à-dire, tu rentres dans l'histoire forcément pour écrire correctement, pour te mettre dans les personnages et la situation. Et moi, j'ai tenté d'écrire des livres un petit peu à la guérilla. J'ai mis quelques ébauches et je me suis retrouvé. Alors peut-être qu'il y a une technique pour ne pas être happé dedans, mais j'ai trouvé que c'était très angoissant et très dur pour le. Parce que quand tu dois décrire, par exemple, des scènes que tu écris dans Guérilla, qui sont des scènes très dures, qui sont des scènes atroces, soit il y a un détachement et tu arrives à le faire en rigolant. Moi, je n'y arrive pas encore. Donc, je ne sais pas comment tu fais pour ne pas être happé dans la cruauté de ce que de ce que tu décris dans ton écriture. En rigolant, je sais pas, mais avec le côté un peu clinique, ouais, le côté médecin, le diagnostic est fait. Maintenant, bon, il faut opérer, c'est pas beau, mais on pense technique et on débranche un peu le cerveau à ce moment-là, et après on verra. Alors peut-être ça nous rattrapera, hein, mais comme après j'enchaîne rapidement avec le livre suivant, normalement, j'ai pas trop le temps D'accord. de me poser ces questions-là. Mais la fiction, c'est important, je trouve, parce que justement, moi, mon obsession est aussi justement de contaminer le plus de personnes possible malgré le filtre Big Brother. Et comment y parvenir? Donc évidemment, il faut que la forme puisse avoir ce potentiel de séduction. Donc j'ai un peu tout essayé et je pense que le roman permet de toucher des individus moins spécialisés, moins politisés, et les amener comme ça par la fiction à des réflexions un peu plus développées, et après à l'essai et à vraiment se structurer par la suite. Donc c'est pour ça que je tiens aussi à faire de la fiction. La fiction a aussi un avantage, là, alors, pour le coup, pour le lecteur, c'est que ça exorcise, en les décrivant, ça exorcise certaines peurs, ça exorcise Mmh. certaines craintes, certains scénarios. Je te dirai en off tout à l'heure un exemple personnel, mais parce que je peux pas le dire. Mais c'est clair que quand tu lis certains scénarios, tu dis, ah, dans ta tête, voilà, Oui, oui, tu es face à j'existe, cette j'ai probabilité, déjà vu ça, oui, oui, bien sûr. et donc tu sais mieux quoi faire, ou tu sais mieux quoi faire pour éviter que ça arrive. Et je vais dire ça tout simplement, c'est qu'en cas d'effondrement, je vais me méfier des uniformes, ça c'est sûr. Et aussi, ils devront se méfier. Mais enfin, voilà, je te remercie beaucoup de ton temps. J'espère que Avec plaisir. ça a aussi plu. J'espère que tu auras plus d'accès dans les médias que d'habitude. C'est toujours étonnant en France de voir comment on ignore les gens à succès. Euh, Bah, je vais être voilà, honnête, c'est pas très bien parti hein, pour l'instant, et les invitations ne se bousculent pas. Mais bon, on j'imagine ça, j'imagine ça. Donc je rappelle, Éloge de la force de Laurent Berton aux éditions Ring, un excellent livre, 18 euros, pas cher en plus. Tu vois, un smicard en Suisse peut s'en acheter 200 facilement tous les mois. Laurent, à très bientôt et puis bah, bonne merci à toi. continuation. À très